Vous êtes des hors-la-loi et je regrette que des gens qui, comme vous, se gargarisaient de grands mots, nous sommes des gestionnaires, des protecteurs, des amoureux de la nature, que sais-je, eh bien vous violez allègrement la loi et ça c'est inadmissible parce qu'à cause de vous, monsieur, la France est la honte de l'Europe. Voilà pour le moment ce que je vais dire, je continuerai après. Oui, alors moi, j'ai toujours pas compris. J'ai compris que la chasse était interdite, j'ai compris que la chasse était pratiquée malgré l'interdiction. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi, malgré l'interdiction, vous chassez. Alors, je vais vous l'expliquer. Sans problème. Je vais vous l'expliquer. C'est ça que je comprends pas. Je vais vous l'expliquer. D'une part, quand les chasseurs, il y a quatre choses à dire. D'une part, quand les chasseurs, au mois de mai, on va encore le voir la semaine prochaine, il y a des actes de violence. Ils barrent la route, ils crèvent les pneus. Ils insultent, ils frappent. C'est du terrorisme cinégétique. Deuxième remarque, il y a, comment dirais-je, une absence totale des forces de l'ordre, des CRS, des gendarmes, qui devraient, à mon avis, intervenir. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur, laissez-moi parler. Qui devraient intervenir. Troisièmement, mais justement, je ne pouvais pas l'interrompre. Troisièmement, il y a, comment dirais-je, il y a quelque chose de grave, c'est cette complicité de la part de certains élus, maires en particulier, certains maires, qui se font complices des hors-la-loi. Et je trouve que le préfet devrait suspendre un maire dès qu'un maire viole la loi ou se fait complice. Et enfin, il y a un laxisme des pouvoirs publics et du ministère. Tout ça fait qu'on laisse allègrement des braconniers, des chasseurs braconniers agir, perturber l'ordre établi. Et ça, c'est inadmissible. On se demande si vraiment la France est un État de droit. Troisième intervenant, monsieur Louis Marco, qui est chasseur et qui vient de Troyes. Oui, je suis secrétaire général de l'Union des fédérations départementales de chasseurs. Et c'est à ce titre-là que j'interviens. Je dois dire tout d'abord, d'entrée de jeu, que ce n'est pas 1500 chasseurs qui font l'image de la France. Hein. C'est dommage, mais comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Lalitte, il y a des extrêmes. Bon, plus spécialement, je répondrai à la question qui a été posée. C'est la tourterelle, hein, le problème. C'est la tourterelle, je répondrai sur la tourterelle. Je suis président de fédération, j'ai des missions de service public, je suis nommé par le ministre. La chasse à la tourterelle est illégale, c'est pas la peine de revenir là-dessus, M. Boutineau s'y est étendu, etc. Eh bien, je serai en Gironde, j'enverrai mes gardes verbaliser la chasse à la tourterelle. Parce que je dois respecter la loi, c'est ma mission de service public. Voilà. Donc vous êtes en désaccord avec M. Lalitte? Sur ce point, oui, probablement. Enfin, je ne sais pas quelle serait la position de M. Lalitte s'il était en Gironde. Moi, je vous réponds. Car cette chasse à la tourterelle se pratique en Gironde et seulement en Gironde. Hein. Dans le Médoc. Dans le Médoc, qui est pas loin de la Charente-Maritime, ce qui peut expliquer que M. Crépeau, à un moment donné, étant ministre et élu de la Charente-Maritime... Je ne pense pas que M. Crépeau ait laissé faire. Un ministre est responsable de la nation, est responsable de mais il y a un problème électoral. Parce que... oui, mais un problème électoral, mais en ce moment-là, on peut pas dire qu'une certaine forme d'écologie n'est pas une forme politique. On a vu que les chasseurs pèsent assez lourd au moment des élections. Hein. Ah non, je regrette, les chasseurs pèsent peut-être un peu lourd. Jusqu'à preuve du contraire, l'écologie fait 10%. C'est pas un reproche, et quand un gouvernement de gauche veut passer, il a besoin de l'écologie actuelle pour passer. Quand on ne vient pas nier les évidences. Ce que je veux dire, vous avez des hommes et des femmes de la campagne qui n'aspirent qu'à une chose, qu'on leur foute la paix. Les tourterelles dans la concertation. Les tourterelles aussi aspirent qu'on leur foute la paix. Vous coupez, monsieur Boutineau. C'est vrai, je le reconnais. Donc, je pense qu'avant d'entamer un discours et un dialogue, et si c'est besoin même une concertation, il faut quand même avoir un peu d'éducation. C'est la chose la plus principale entre les individus. Donc, je vous demande qu'une chose, c'est d'intervenir quand ce sera votre tour. Ces chasseurs, c'est leur vie. La tourterelle ne passe pas que sur le Médoc. Elle passe sur le front de la nation. N'oublions pas que ce n'est pas qu'un couloir unique, que le prélèvement, vous le savez mieux que nous, mais peut-être encore davantage, puisque vous avez vos petits amis qui comptent aussi, quoique les chasseurs comptent. Quand un prélèvement de 1% sur la tourterelle, sur une population de 15 millions, vous appelez ça du massacre, il faut être honnête avec vous-même. Alors qu'est-ce qui va se passer le mois prochain je ne sais pas, ce n'est pas mon département, je n'ai pas à gérer, à faire de l'ingérence dans le département voisin. Et si vous étiez en Gironde? Si j'étais en Gironde, je comprendrais mes chasseurs. Marco a été parce que clair, je sais qu'ils ne détruiront pas l'espèce, et le but de la chasse, c'est d'éviter de détruire l'espèce. Le plus important à l'heure actuelle, ce n'est pas de réduire dans le temps des moments de chasse, c'est de respecter les territoires de vie nécessaires à la survie de toute espèce, même de l'homme. D'accord, donc on va voir la semaine prochaine Castagne entre Bougrain-Dubourg et les chasseurs de tourterelles. Il le cherche un peu, monsieur Bougrain-Dubourg, vous savez. Ça l'arrange bien. C'est pas pour rien qu'il vient avec 2 caméras derrière lui. Il ne demande qu'une chose, c'est la castagne. Et c'est ridicule de la part des chasseurs, il devrait lui offrir un verre.
hein, un verre de Bordeaux, ce serait bien mieux. Je croyais pas intervenir, s'il vous plaît. Brièvement, on arrive à la fin. Très brièvement. Ben, moi, je voudrais dire quelque chose à la fin. Alors, aussi. allez-y. Non, 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 après, M. monsieur Boutineau, je n'ai presque pas parlé. Allez-y, allez-y, il va parler après. Ben, je voudrais dire simplement, si vous voulez, qu'à force d'interdiction, de limitation, etc., hein, j'ai répondu en ce qui me concernait sur ma mission de service public. Et je dirais une chose plus générale, monsieur Boutineau, c'est qu'à force d'interdire, de limiter, etc., hein, eh bien, les gens seront dégoûtés et ça sera la pagaille. Le travail que nous faisons actuellement d'éducation des chasseurs, de gestion, vous avez parlé en nous ridiculisant, de gestion, oui, je suis fier de la gestion des chasseurs. Eh bien, à force hein, de légiférer, d'encombrer les tribunaux, les gens chasseront n'importe où. Et nous ne pourrons plus les tenir. Alors que nous avons fait un gros travail depuis 40 ans, vous devez le reconnaître. En tout cas, certains de vos amis le reconnaissent, monsieur Boutineau. Alors, oui, le dernier mot, je voudrais dire en effet que je voudrais quand même rappeler que les tourterelles qui viennent du Sahel pour remonter vers le nord de l'Europe n'appartiennent pas aux chasseurs français. Ils font partie d'un patrimoine naturel qui est européen, je dirais même international, et il n'est pas normal qu'une poignée d'excités, permettez-moi de le dire, et je pèse mes mots, se permettent d'accaparer une partie de ces tourterelles. Et je voudrais terminer en disant qu'on vient de faire sortir un sondage. Il vient de sortir, c'est un sondage Sofres. On en avait fait un en 85, 79% des Français étaient contre. Cette fois, il y en a 82 des Français qui condamnent cette chasse de la tourterelle au mois de mai. Et, monsieur Lalitte, quelque chose qui devrait vous intéresser, c'est que même parmi les chasseurs, 53% des chasseurs sont opposés à cette chasse. Alors voyez-vous, je crois que, vous parliez tout à l'heure, oh, ils ne chassent pas beaucoup, ils tuent un peu. C'est comme si je raisonnais de la façon suivante. Oh, il y a un feu rouge, mais oh, je passerai un peu une fois de temps en temps. Pas beaucoup, n'est-ce pas? Un petit peu. Non, monsieur, il y a des lois. Nous sommes un État de droit. Moi, je respecte les lois, même si elles ne me plaisent pas. Et je souhaiterais que vous en fassiez autant. On termine avec Béatrice, 2 mots sur la tourterelle dont on n'a pas beaucoup parlé. Bah, c'est un bestiole de la famille des colombidés, comme les pigeons et les colombes, qui migrent donc depuis l'Afrique tous les ans, depuis l'Afrique On vient de le voir sur la carte. Voilà, jusqu'à l'Europe du Nord. Je voulais signaler, pour terminer, que cette année, 4 grandes associations de protection de la nature, qui sont la LPO, la SPA, le WWF et la Société nationale de protection de la nature, ont lancé une grande campagne qui s'appelle Printemps sans chasse, pour essayer de mobiliser l'opinion publique contre cette chasse à la tourterelle qui est interdite. Et donc voilà, on peut s'acheter un petit pins qui est dessiné par Felon. Ça coûte 20 francs en écrivant à l'adresse qui est indiquée sur votre écran. C'est également un privilège. Enfin, c'est malgré tout un problème politique et il faut espérer que les politiciens... Jean-Pierre, est-ce que c'est bon? C'est vous qui allez me le dire. Vous avez essayé de manger de tourterelle? Bah non, c'est interdit. Moi, je ne mange pas les gibiers qu'on n'a pas le droit de chasser. On n'en trouve pas dans le commerce. Si vous permettez, M. Denisot, tout à l'heure j'ai entendu parler de terrorisme synergétique. Et je pense que d'autres font du terrorisme des consciences en n'annonçant pas la vérité. Oui, exactement. Puis on pourrait dire que M. Boutineau, tout le monde a son prédateur, M. Boutineau, est le prédateur des chasseurs. Des chasseurs. Il est vrai que Je Prédateur. préfère ne pas manger de chasseur, je tiens à Dans rester un, état de en bonne droit, santé. dans un état de droit, vous êtes un prédateur des libertés. Ah non, pas du tout. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un prédateur. En tout cas, il y a une chose, monsieur, qui va nous différencier. Vous avez un fusil, moi j'ai des jumelles, et je préfère les jumelles au fusil. Avez-vous un cœur? Et moi, je vais vous couper. Au plus que vous, certainement. Moi, je vais vous couper le sifflet. Voilà, on va retrouver Jean-Pierre maintenant, car c'est l'heure de l'artisan de la semaine, qui est Jean-Pierre Lobel, fabricant de soldats de plomb. On s'en va, ouais. Voilà, on va très vite aller voir comment travaille Jean-Pierre Lobel, car c'est magnifique. Magnifique. Vous savez, il y a de quoi être cocardier, parce que cette maison, cette société CBG Mignot, est la seule société au monde qui fabrique encore des soldats de plomb. Et en France, nous avons été les inventeurs du soldat de plomb en 3 dimensions, c'est-à-dire dans le volume, comme ils existent actuellement. Ça, il fallait le dire, parce qu'il y a de quoi faire des cocoricots de temps en temps. Allons-y, allons chez Monsieur Lobel. C'est à Paris, hein. C'est à Paris.
Alors vous avez ici un moule de 1904. C'est un cheval au pas. Des moules comme ceci, il y en a à peu près 3500 en stock actuellement. Leur valeur est quasiment inestimable. Ici, vous avez donc le canal d'alimentation de la pièce. Ici, vous avez des stries très importantes, ce sont les évents. C'est-à-dire que l'air s'échappe par ces évents. Alors on coule dans les moules du métal en fusion, qui est composé de plomb, d'étain et d'antimoine, variable suivant la grosseur de la pièce ou la finesse de la pièce. Le creuset chauffe environ à 400 degrés. Cette température est variable suivant bien sûr le métal. Plus c'est chargé en étain, plus la température est basse. C'est coulé à la main, à la louche, revidé et ensuite retourné et poinçonné. Comme vous remarquerez, la pièce sortie du moule présente un plan de joint assez énorme. Donc on va ébarber la pièce, c'est-à-dire retirer cet entourage disgracieux. La pièce se présente donc en éléments détachés qu'il faut ensuite assembler. L'avantage des pièces détachées, c'est que d'une seule pièce ou deux pièces, on peut en faire beaucoup plus, car elles sont adaptables les unes aux autres. Nous allons assembler donc la pièce par soudure à l'étain au fer à souder. Ensuite vient l'étape de la peinture. C'est un travail quand même qui est très long, très minutieux et qui demande environ pour un piéton classique de 50 à 1h30 de travail. Il y a énormément de sortes de peinture parce que chaque pièce a sa couleur spécifique. Les modèles de peinture existent depuis la création de la pièce. Très beau travail, hein, nous en avons sur le plateau. Monsieur Lebel, qui achète aujourd'hui les soldats de plomb ou autres sujets en plomb? Alors c'est un petit peu toutes les tranches de la population. C'est plus des gens âgés entre 35 et 45 ans. Les enfants nous viennent un peu chez nous de temps en temps pour prendre une pièce comme ça, quand ils ont été sages à l'école. Les collectionneurs, c'est un peu tout le monde. Combien ça vaut une petite figurine comme ça? Alors en prix public, un piéton coûte 130 francs, entre 120 et 130 francs. Et un cavalier? Et un cavalier coûte environ 250 francs. Et alors, il y a une cote, il y a un cours, il y a... Alors il y a un cours et une cote, effectivement, mais en pièces anciennes. C'est-à-dire que, au même titre qu'un tableau, les pièces prennent de la valeur. Vous avez, bon, par exemple, ici, vous avez par exemple Joséphine Baker. Ça, c'est une pièce moderne. C'est pas ce qu'on peut appeler un soldat de plomb, ça. Hein, justement, c'est pour montrer que... J'ai fait exprès d'amener ces pièces-là pour montrer que le soldat de plomb, en fait, c'est une appellation, mais qui n'a rien à voir, en fait, avec ce que l'on fait, parce qu'on fait du militaire et du civil. Donc ça, c'est une pièce qui a été faite en 1927. Il est évident que ces pièces-là, à l'heure actuelle, coûtent relativement cher. Combien? Un ordre de prix à peu près 300 francs pièce, celle-là. Ouais. Ça, c'est vos prédécesseurs. Voilà, ça a été fait chez vous? Voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait une figurine Joséphine Baker? C'était pour la publicité? Absolument, absolument, c'était pour la publicité. Madame Joséphine Baker nous a commandé des pièces pour la représenter et l'offrir au public. À quoi reconnaît-on une pièce ancienne, une pièce de valeur, une pièce faite par vous, puis d'autres qui sont faites autrement? C'est-à-dire que la peinture est différente. La peinture est plus naïve en pièces anciennes, puisque c'était du jouet, alors que maintenant on tombe dans la collection, on arrive maintenant à beaucoup plus de finesse. Quel est l'avenir de votre profession? Bon, le soldat de plomb, vous me dites les clients ont entre 35 et 45 ans, c'est-à-dire c'est des gens de ma génération qui ont eu l'occasion de jouer au soldat de plomb encore quand ils étaient enfants. Aujourd'hui, il y a les jeux vidéo, c'est différent.
Je vous répondrai tout simplement, ça fait 200 ans qu'on existe. Je ne vois pas pourquoi on n'existerait pas 100 ans de plus ou 200 ans de plus. Mais il y a une évolution aussi dans la fabrication Il y a du une sujet, évolution, parce que vous pourriez faire Johnny Hallyday comme vous faites Joséphine Baker. Effectivement. Oui, mais vous ne pouvez pas le faire parce que finalement, il n'y a pas de moule. Non, mais- Qui est-ce qui fabrique des moules actuellement? Alors, les fabricants de moules, il n'y en a plus, ça n'existe plus. C'est un travail qui était fait à la main. Ce sont des moules en bronze et on ne trouve plus de personne pour nous faire ça. Mais alors comment vous pouvez faire Johnny Hallyday maintenant? Si c'était l'avenir de votre profession de faire Hallyday ou je ne sais quel autre chanteur, comment est-ce que vous pourriez le Effectivement. faire? Je vais vous faire une démonstration. Vous avez donc ici le moule qui a servi pour Joséphine Baker. Vous avez la pièce sortie du moule. Vous avez la pièce ébarbée. Et vous avez la pièce peinte. Oui, mais ça c'est toujours Joséphine Voilà. Baker. Comment est-ce qu'elle va Et devenir maintenant, Johnny on va la Hallyday? transformer. C'est-à-dire qu'en travaillant au fer à souder, en la coupant en petits morceaux, Joséphine on va- Baker peut devenir Johnny Hallyday, vous êtes très fort. par exemple, ou elle peut devenir une autre personne, je ne sais pas. Peut-être qu'on rencontre au coin d'une rue. Mais alors ça... Et on bon, fait la ça, même chose pour les hommes, bien sûr. Visiblement, ça c'est une péripatéticienne typiquement de Pigalle, à côté de son bec de gaz, etc. Mais qui peut acheter ça? Parce que je ne vois pas un monsieur rentrant chez lui en disant « Tiens, j'ai été faire un tour hier soir à Pigalle, j'ai un petit souvenir. Alors on va faire Cocorico. Pas forcément celui-là qui rapporte, d'ailleurs. C'est des pièces comme ça qui vont au Japon, aux États-Unis, etc. Alors comme c'est présenté dans des boîtes avec nos références, ces gens-là ensuite nous recommandent d'autres pièces, disons, plus sérieuses. En fait, l'avenir de votre métier, ça serait de prendre donc, des parties de pièces anciennes, les adapter, comme vous le faites d'ailleurs pour des sujets que vous faites maintenant, et puis vous feriez Hallyday. Voilà, absolument. C'est parfaitement réalisable. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus de pins, on aurait ça. C'est pas mal. Il pourrait y en avoir de Goldman, il pourrait y en avoir de vous, par exemple. De vous, Jean-Pierre, bien entendu. Voilà. aussi, Est-ce que vous ouais. pourriez, Tout par le exemple, monde. De la nous grande passer famille. une commande? De la Est-ce que grande vous famille. pourriez passer, nous faire nos petites figurines à Alors, nous deux? sans aucun problème, et je le ferai. Ah ben c'est très gentil, Ça, merci c'est très beaucoup. gentil, C'est formidable. Merci, c'est l'heure du journal, il est 1h-05, Eric Gilbert. En panne dans l'espace, la navette Discovery, lancée hier, risque de rentrer sur un échec. Il s'agit d'une mission entrant dans le cadre de la guerre des étoiles, mais une partie des expériences prévues se trouve compromise à cause d'enregistreurs de bord défaillants. Les ennuis de Discovery, donc, avec Patrice Demazerie. La guerre des étoiles a des ratés. 2 enregistreurs de données sont en panne dans la navette Discovery et la NASA a déjà dû annuler une expérience. Les astronautes ont passé leur première journée dans l'espace à tenter de localiser et réparer ces pannes en vain. Cette mission entièrement militaire avait déjà été retardée de 5 jours en raison d'une anomalie sur l'un des moteurs de la navette. Le moral reste néanmoins au beau fixe. La panne ne concerne pas le laboratoire spatial qui doit être largué aujourd'hui. Ce laboratoire sera récupéré dans 3 jours. À bord, toute une série d'instruments de mesure pour récolter le maximum de données sur les moyens de détecter et d'identifier dans l'espace une cible adverse, missile ou fusée. Le laboratoire doit ainsi analyser près de 60 allumages des moteurs de Discovery. Objectif des Américains, élaborer d'ici la fin du siècle un système de défense contre les missiles balistiques dans l'espace. Michel Rocard en Nouvelle-Zélande avec un cadeau de 2 millions de dollars pour faire oublier définitivement le Rainbow Warrior. Ces 2 millions de dollars, à peu près 12 millions de nos francs, serviront à favoriser les échanges culturels entre les deux pays. En fait, c'est le tribunal d'arbitrage international saisi après le naufrage du bateau de Greenpeace qui avait décidé la création de ce fonds l'an dernier. Point final donc sur ce sabotage qui aura empoisonné durant 6 ans les relations entre la Nouvelle-Zélande et la France. C'était en effet le 10 juillet 1985 qu'une bombe avait fait couler donc ce bateau. C'est l'amitié retrouvée, dit-on à Auckland. Des militants écologistes ont quand même lancé des tomates sur le Premier ministre français à son arrivée. Reste aussi un point de désaccord avec les autorités locales, les essais nucléaires français dans le Pacifique. Et puis, on vient d'apprendre que c'est avec le 49.3 que le gouvernement fera passer la réforme hospitalière, en l'absence donc du Premier ministre qui est en Nouvelle-Zélande. On pensait qu'il y aurait un vote personnel de demain des députés, mais finalement, le gouvernement a préféré choisir la voie du 49.3. Bientôt le joli mois de mai chômé, dure période pour l'économie française. La France à mi-temps, titrait ce matin le journal Le Parisien, expliquant qu'avec un peu d'astuce, on pouvait très bien se débrouiller pour travailler seulement un jour sur 2 durant ce mois de mai. Patrice Arditi s'est penché sur la question.
Alors vous prenez une pincée de fête du travail, vous ajoutez une cuillerée d'armistice que vous mélangez avec l'Ascension, vous obtenez quelque chose d'assez consistant que vous laissez mijoter et que vous goûtez à la Pentecôte. Vous avez donc la possibilité de rester dans votre cuisine dès le 30 avril au soir jusqu'au 13 mai. Pour cela, inutile de démissionner, vous demandez tout simplement à votre patron le pont du 1er mai, autrement dit le jeudi 2 et le vendredi 3. Ensuite, le patron étant bienveillant, vous déposez 3 jours de congé entourant les 8 et 9 mai fériés, soit le lundi 6, le mardi 7 et le vendredi 10. Farniente habituel les samedis et dimanches suivants. Et nous sommes donc le lundi 13 mai. Il va falloir se remettre au boulot? Absolument pas. Samedi, dimanche et lundi de Pentecôte. Bref, il restera 14 jours de dur labeur pour digérer. Qui faut-il remercier? Le ciel, d'abord. Ascension et Pentecôte oblige. François Mitterrand, qui a rétabli le 8 mai chômé, c'est également la victoire de 45. Le hasard du calendrier, qui fait tomber cette année la Pentecôte en mai. Et le gouvernement de Vichy, pour ce qui concerne la fête du travail. Économiquement parlant, c'est difficilement chiffrable, mais on sait que 2 jours de travail en moins sur un mois, c'est pratiquement une baisse de production industrielle de 10%. Il y en a quand même qui vont sérieusement trimer les gendarmes, les policiers, les gardiens de prison, les conducteurs de train, de métro, de bus, les pilotes d'avion, le personnel des restaurants, la plupart des commerçants, les prêtres et les journalistes. Premier envol du Tigre, le futur hélicoptère de combat franco-allemand vient d'être présenté après l'accord signé par Paris et Bonn pour la construction en série de cet engin qui devrait équiper les armées des 2 pays à partir de l'an 2000. Il sera utilisé comme arme anti-char et aussi pour appuyer les fantassins. Coût de l'appareil entre 55 et 68 millions de francs selon les versions et on précise que ce prix ne comprend pas les munitions. Bagdad dément les accusations du journal britannique Observer affirmant que Saddam Hussein avait recommencé à acheter des armes par l'intermédiaire de la Chine et de la Corée. D'après le journal, il s'agissait de pièces de rechange pour blindés et de mitrailleuses lourdes. Cela alors que la révolte semblerait reprendre dans le sud. Côté réfugiés, plusieurs milliers de Kurdes vont trouver un asile temporaire en Arabie Saoudite. Patricia Hervé. Sourire aux lèvres pour certains, larmes dans les yeux pour d'autres. Ces familles kurdes quittent l'Irak, direction l'Arabie Saoudite. Elles espèrent refaire leur vie hors de portée de Saddam Hussein. Depuis hier, 5 avions militaires alliés décollent de ce camp de Safwan au sud de l'Irak pour se rendre dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. 90 minutes de vol pour être libres et hors d'atteinte, car ces réfugiés craignent de subir les représailles des troupes fidèles à Saddam après le retrait des troupes américaines de la bande qu'elles occupent toujours dans le sud du pays. 350 réfugiés font partie de ces premiers départs, mais les officiers américains chargés de cette opération espèrent pouvoir transporter quotidiennement 1200 à 1500 personnes. Nous emmènerons tous ceux qui le veulent, il n'y a pas de nombre limite, ont déclaré les responsables. Mais attention, l'Arabie Saoudite, ce ne sera pas encore l'Eldorado. Les autorités saoudiennes leur offrent effectivement l'asile politique, mais ces réfugiés ne seront pas autorisés à quitter le complexe où ils seront logés, sauf pour regagner un jour, s'ils le souhaitent, l'Irak. Transfert d'un camp à un autre donc, avec toutefois à la clé, la sécurité. Diego Maradona libéré mais assigné à résidence et toujours sous le coup d'une inculpation qui en Argentine peut valoir de 1 à 6 ans de prison. Seul moyen d'échapper à cet étau judiciaire pour le footballeur, se soumettre à une cure de désintoxication, comme l'a demandé le président argentin Carlos Menem, et comme tous les journaux argentins maintenant insistent sur ce point et font pression pour que Maradona se soumette donc à cette cure. Championnat d'Europe des coqs, c'était sur Canal+ hier soir. Le Français Thierry Jacob a conservé le titre qu'il remettait pour la première fois en jeu. Il a battu au point l'Italien Vincenzo Belcastro, qui a quand même résisté 12 reprises. Au coup de gong, Eric Bénard. 7 mois que Thierry Jacob, culotte noire, n'avait pas boxé. Il l'a emporté hier soir à Calais au point, mais ça n'a pas été sans difficulté. Dès le 3e round, Jacob, coupé à l'arcade sourcilière droite, va même inquiéter ses supporters. Le médecin appelé sur le ring, il y montra 2 fois durant le combat, le laisse repartir. Et heureusement, car Jacob domine Belcastro dans tous les domaines. Le Français, beaucoup plus grand que l'Italien, fait le combat. Il l'oblige à s'approcher pour frapper. À la 9e reprise, Belcastro, conscient de son retard, va bien essayer de prendre l'initiative, mais sans succès. Porté par son public, Jacob l'emporte. Ce qui lui a manqué, les combats, le ring. Le Calaisien va maintenant prendre du repos avant de défendre une nouvelle fois son titre européen. Puis penser au championnat du monde, peut-être contre l'Américain Richardson. Ce serait avant la fin de l'année.
Et puis les premières tendances de la bourse en ce lundi, une hausse puisqu'on en est à plus 0,74%. Et puis tout à l'heure, Robert Monteux. Oh, même tout de suite. Tout de suite. Allons-y. Robert Monteux, qui, comme les tourterelles, voyage beaucoup et qui était en Allemagne ces derniers jours. Et oui, parce qu'on a deux inquiétudes. Comment va marcher l'Amérique? J'ai déjà répondu directement depuis New York, après mes voyages à Wall Street. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir de l'Allemagne, qui est la bourse qui a le moins monté, puisque seulement elle a progressé de 13% depuis le début de l'année, alors que la France et les États-Unis ont progressé de plus de 17%. Donc, je crois que l'effet de la réunification fait craindre une déstabilisation sur le Deutsche Mark, et donc augmentation du déficit du commerce extérieur et augmentation du déficit du budget propre de l'Allemagne. Ce sont deux inquiétudes. Et c'est pourquoi la Bundesbank ne veut pas baisser les taux d'intérêt. Mais je crois que j'ai constaté là-bas un gros effort d'investissement, et la machine allemande marche, et donc je crois qu'on vit actuellement un passage à vide, mais c'est parfois, lorsque tout le monde est pessimiste sur un marché, qu'il faut savoir investir, car je crois que la machine va repartir, et aujourd'hui, j'achèterai Deutsche Bank. 2200 francs, ça monte entre 2200 et 2210. Il faut acheter par plus de 10 000 francs de titre, Michel. Ah oui, donc, il faut en acheter 5. Vous dites ça, mais tout le monde ne peut pas le faire, Robert. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais si on n'a pas 10 000 francs, il ne faut pas acheter de titre en bourse. Minimum de la ligne, 10 000 francs. Là, il faut acheter 5. 5 Deutsche Bank. 5 Deutsche Bank. Autrement, pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent. Ouais. Et je crois que, pas à court terme, hein, à court terme, toujours les États-Unis et même la France, mais à long terme, vous allez voir que c'est un très bon investissement. Long terme, c'est quoi, l'an 2000 ou... Non, long terme, c'est à 6 mois, 1 an. Ah, c'est ça le long terme pour vous? 6 mois. Court bien. terme, c'est dans le mois. Moyen terme, c'est à moins de 6 mois. Et au-delà, on est dans le long terme. Merci Robert. Deutsche Bank, donc aujourd'hui recommandé par Robert Monteux. Tous les conseils de Robert sont positifs depuis le début de l'année de la grande famille. On se retrouve dans un instant avec le zapping comme chaque jour, et c'est un zapping chaud et complet du week-end. Puis le deuxième dossier qui est consacré aux organes multiples, et nous aurons autour de la table de la grande famille des invités qui ont soit un pouce de plus, soit pour certains un sein, 2 seins ou des reins supplémentaires. Croquis, croquis. Quand la vie devient croquante, croquis, je craque. Il faut du génie pour offrir une cuisine à moins de 8 000 francs.